Allô, ici Marie-Noëlle Marino de Marginale et Heureuse. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation alternative, d'éducation libre, d'apprentissage en famille avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je suis avec Béatrice Mantovani, une dame que j'ai connue par sa grande implication comme bénévole à l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Quand Béatrice parle, c'est pour dire quelque chose d'intelligent. Je trouve toujours que c'est une grande qualité chez les gens. Béatrice, j'aimerais ça si tu pouvais te présenter dans tes propres mots pour les gens qui n'ont pas encore eu le bonheur de croiser ton chemin. Ah, waouh, quelle introduction! Alors, donc je m'appelle Béatrice, je suis française. Euh, j'ai grandi en France que jusqu'à l'âge de 10 ans et ensuite j'ai habité un peu partout dans le monde. Euh, et ça fait 10 ans qu'on est au Québec, mais entre-temps on est parti habiter en Australie aussi. Et je suis mariée avec un Allemand qui s'appelle Tobias. Et j'ai deux filles qui sont Linnea et Xenia et qui ont presque 13 ans et 9 ans. Qu'est-ce qui a poussé ta famille à opter pour l'éducation à domicile? Alors, quand j'étais, en fait, avant d'être enceinte, j'ai une amie qui a accouché à la maison et j'étais à Paris à l'époque. Et je voulais déjà avoir des enfants depuis longtemps et donc ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai trouvé que c'était chouette d'accoucher à la maison. Et du coup, j'ai fait des recherches et je suis tombée en regardant, comme j'étais en France, j'ai regardé aussi, d'habitude je lis beaucoup en anglais, mais là, comme j'étais en France, j'ai regardé aussi des livres en français et il y a un bouquin que j'ai acheté qui s'appelle Élever son enfant autrement de Catherine Dumontet-Crémer. Et dedans, elle parle de l'accouchement à domicile. Et c'est pour ça que j'ai acheté son livre. Mais ensuite, elle s'arrête pas là. Elle continue sur l'attachement, le attachment parenting, mince, j'ai oublié le nom en français. Maternage de proximité, Voilà, peut-être? voilà, le maternage de proximité. Et ensuite, elle parle de quand les enfants grandissent, les différents choix d'école. Elle parle des écoles alternatives. Et ensuite, elle parle de l'école à la maison. Et elle parle de plusieurs façons de faire l'éducation à la maison. Et en fait, c'est dans ce bouquin-là que j'ai découvert que c'était possible de faire l'école à la maison, que c'était comment légal en France en tout cas, et en Belgique où j'étais quand Linéa est née. Et donc je me suis dit waouh, mais c'est super, c'est super chouette ça, de pas devoir à 6 ans, parce que j'ai toujours trouvé que les enfants devenaient vraiment super intéressants à partir de 6 ans. Et je me suis dit c'est super, je dois pas donner mon enfant à quelqu'un d'autre quand ils sont vraiment intéressants. Je peux les garder avec moi et on peut faire plein de trucs cool. Donc voilà comment j'ai pensé à l'éducation à domicile. Et mon mari à l'époque, enfin, mon mari, lui, il avait adoré l'école. Il est, enfin, il avait des super bonnes notes, il avait des copains, il jouait au foot. Comme il dit, c'était je ne me rappelle plus de ce qu'il dit maintenant, mais bref, il était vraiment très bon dans tous les domaines, quoi. Autant la socialisation à l'école que les notes. Donc pour lui, l'école c'était super, et il m'a dit au début, mais pourquoi tu veux les priver de l'école? C'est génial l'école. Et puis finalement, comme j'ai découvert ça quand j'étais enceinte, petit à petit, c'est venu petit à petit, quoi. Je l'ai pas mis à la maternelle, et puis il a vu que ça se passait bien, et il a vu qu'elle s'épanouissait et que tout marchait bien. Donc après, il s'est dit, ok, bon ben, tant que ça marche, on continue comme ça. Elle avait des copines, elle était sociable, donc voilà. Et si je me trompe pas, vous avez opté pour le unschooling ou du moins quelque chose qui tend vers le unschooling, c'est ça? Ouais, en fait, donc dans ce livre, Éduquer son enfant autrement, élever son enfant autrement, elle parle de toutes les méthodes alternatives, enfin, donc toutes les écoles alternatives. Et ensuite, elle parle aussi des alternatives d'école à la maison. Et tout à la fin, il y avait un témoignage d'une famille, je pense qu'ils sont franco-espagnols, et qui disait en gros qui faisait du unschooling. Enfin, je sais pas s'il faisait exactement du unschooling comme moi je le fais, mais en tout cas, il faisait pas de leçons.
beaucoup. Ils faisaient pas beaucoup de leçons et ils voyageaient beaucoup. Et comme ils étaient franco-espagnols, ils parlaient au moins 2 langues à la maison. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et je sais pas pourquoi. Ma mère était institutrice. Et j'ai toujours eu dans la tête que je voulais pas être institutrice et que les. Comment dire? Que les, que les enfants s'ennuyaient à l'école, quoi, et que je voulais pas enseigner à des enfants qui voulaient pas être là. Et donc pour moi, faire l'école à la maison, ça a jamais été dans ma tête me mettre devant un tableau et faire les cours. Et donc quand j'ai vu ce témoignage-là de gens qui apprenaient en voyageant et en parlant plusieurs langues à la maison, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. En plus, Tobias est allemand, moi je parle couramment anglais. Je me suis dit, on peut déjà leur parler plein de langues, et en plus on a de la famille partout dans le monde et des amis partout dans le monde, donc on peut faire ça, on va faire ça. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée au unschooling, je crois, quand j'étais enceinte, ou du moins quand Linéa était bébé. Et ensuite, comme je suis quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de recherches quand je veux faire, enfin, quand j'ai une idée dans la tête, dans le livre de Catherine Dumontet-Crémer, il y avait des références de groupes Yahoo à l'époque, de unschoolers américains. Et donc, je suis allée voir sur ces groupes Yahoo et je me suis inscrite et j'ai commencé à lire. Et donc, j'ai tout de suite commencé le unschooling même radical, mais à l'époque, j'avais un bébé. Donc, c'était pas. Enfin, pour moi, c'était tout théorique, disons. Mais, euh, mais à chaque fois que je lisais, je réfléchissais. Il y a des trucs qui me paraissaient bizarres, mais comme j'avais un bébé et qu'elle grandissait petit à petit, en fait, j'ai eu le temps de m'adapter et de la regarder grandir et de comment dire, d'assimiler les idées, disons, et de les tester petit à petit au fur et à mesure qu'elle grandissait. Donc, c'était pas super difficile d'évoluer dans cette voie-là, en fait. Wow, c'est vraiment merveilleux de tomber sur le unschooling euh, alors que l'enfant est encore un bébé parce que ça permet de, tu sais, de pas vraiment faire de coupure, de juste choisir cette voie-là, puis de toujours continuer, puis ça doit se faire très naturellement, c'est chouette. À quoi ça ressemble une journée ou une semaine typique chez toi, s'il y en a? Euh, En fait, ça varie beaucoup. En plus, comme on voyage beaucoup, ça varie aussi si on est ici à Montréal ou si on est parti visiter la famille ou autre. Mais quand on est ici, pendant l'année scolaire, quand il y a des groupes de gens qui font l'école à la maison qui se rassemblent, en général, on va au Nook qui est à l'île Perrault une fois par semaine. Et puis, on va aussi ma fille aînée, l'année dernière, allait à Montlibre une journée par semaine. Et je pense qu'on va continuer à faire ça. Et sinon, le reste du temps, soit on fait des sorties, on va au théâtre ou des trucs comme ça de temps en temps. Et quand on est à la maison, les filles souvent jouent à l'ordinateur. Elles ont pas mal d'amis avec qui elles communiquent en ligne, qui sont parce qu'ils ils habitent pas au Québec. Et donc elles jouent en ligne. Ma fille aînée, elle dessine beaucoup, donc elle dessine souvent. Elle dessine. En fait, elle dessine avec une tablette à dessin. Euh, et elle met ses dessins sur un site qui s'appelle DeviantArt. Et donc elle fait beaucoup de choses sur DeviantArt. Il y a des groupes, et elle participe à des groupes je sais pas ce qu'ils font. Ils font des personnages, ils créent des personnages et ils font des descriptions de personnages, etc. Donc je sais qu'elle elle monitor un de ces groupes avec quelqu'un. Et sinon, elle dessine, voilà. Et elle joue de temps en temps aussi à des jeux vidéo avec d'autres amis en ligne. Xenia, qui a 9 ans, elle est très branchée Littlest Pet Shop. C'est des espèces de figurines en plastique. Donc, elle, euh, elle est souvent, quand elle peut avoir des amis à la maison avec qui jouer à ces Littlest Pet Shop, c'est son activité préférée. Et sinon, elle aime aussi beaucoup regarder sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui font des espèces
de feuilletons avec des Little Pet Shop LPS pour faire court. Et donc elle regarde ça et des fois ça lui donne des idées. Elle fait beaucoup d'accessoires pour ses LPS et elle fait beaucoup de customisation de LPS aussi, où elle va prendre une des figurines et puis elle va le peindre différemment. Et, elle est assez branchée art plastique, enfin je sais pas comment t'appelles ça, bricolage, disons. Voilà. Donc ça c'est voilà, c'est à peu près ce qu'on fait pendant la journée, mais ça varie beaucoup en fait. Ah, super! Ils ont des champs d'intérêt différents quand même. Puis, je suis certaine qu'ils peuvent apprendre plein de choses là-dedans. Tantôt, tu mentionnais un livre, puis des groupes Yahoo où tu te renseignais dans tes débuts. Est-ce qu'il y avait d'autres ressources vers lesquelles tu t'es dirigé pour avoir des réponses à tes questions dans tes premières années de unschooling? En fait, au tout début, bah, en fait, j'ai un blog que j'ai gardé pendant longtemps, mais au tout début, je lisais pas mal de blogs de unschoolers avec des gens avec qui j'ai gardé contact. Mais très vite, en fait, j'ai trouvé le groupe Yahoo de Sandra Dodd et maintenant, elle a un groupe sur Facebook et c'est celui, je pense, que je regarde le plus avec un autre groupe qui s'appelle Unschooling Q&A, en fait, qui est géré par des femmes que je connais, certaines qui sont des amies à moi que je connais personnellement. Euh, et sinon, c'est à peu près. Ah oui, et aussi Pam Larrakia, que je connais, que j'ai rencontré aussi. J'écoute beaucoup ses podcasts en ligne, ses podcasts sur ce qu'elle met sur son blog, sur son site internet plutôt. Puis, ça, c'est tes inspirations qui sont encore présentes. Ouais. OK. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres, autres que Sandra Dodd et Pam Laricchia? Non, en fait, j'ai toujours eu plus ou moins les mêmes, les mêmes références depuis le début, on va dire. C'est vrai que c'est des deux femmes qui sont actives dans le milieu unschooling depuis plusieurs années. Moi aussi, je les suis, donc j'étais un peu curieuse voir s'il y avait des gens que je ne connaissais pas encore à suivre et tout sur le sujet. Comme ça fait plusieurs années que tu fais ça, si tu avais des conseils à offrir à des parents qui se questionnent sur le sujet, peut-être un conseil que toi-même tu aurais aimé recevoir dans tes débuts, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Euh, j'ai du mal avec cette question, en fait. J'ai l'impression que moi, j'ai eu tous les conseils, mais c'est pas facile, en fait, d'avoir des conseils et de les suivre quand tu connais pas le futur, on va dire. Que tu peux recevoir tous les conseils que tu veux, mais en fait, c'est un, c'est, euh, c'est un truc qu'il faut que tu apprennes par l'erreur, quoi. Que de toute manière, tu vas apprendre par l'erreur, quels que soient les conseils qu'on va te donner. Euh, donc, Déjà ça, c'est un conseil. ouais. Et sinon, ouais, ben, j'allais dire, enfin, pour moi, je pense que le meilleur conseil, mais qui est aussi le plus dur pour moi, c'est en anglais, c'est if your child is more important than the vision of your child, then life becomes easier. Si ton enfant est plus important que la vision que tu as de ton enfant, la vie devient plus facile. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. Même même si tu as tous ces idéaux de je veux que mes enfants s'épanouissent et qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, il y a toujours, pour moi en tout cas, cette attente de quelque chose, quoi, et qui est très difficile pour moi à pas. J'allais dire, c'est difficile pour moi de juste me concentrer sur mes enfants, mais c'est la meilleure chose à faire en fait. C'est juste regarder ses enfants et voir qu'ils sont épanouis et voir que ce qu'ils font, ça les, ça les intéresse et ça les nourrit, plutôt que se dire oui, mais il faudrait qu'elle fasse ça et elle fait pas assez ci, elle fait pas assez ça. Oui, oui, je comprends. Effectivement, je pense que c'est difficile, difficile à faire et
à vivre, mais effectivement, c'est deux affaires très, très différentes d'avoir son enfant comme chose importante ou d'avoir une image de ce qu'on aimerait que son enfant fasse ou que son enfant soit. C'est c'est difficile, puis j'imagine que quand on se concentre plus sur notre enfant et non sur ce qu'on aimerait qu'il soit, il doit y avoir beaucoup de peur, d'angoisse et tout qui disparaissent à ce moment-là. Ouais, voilà, je pense que ça mais c'est quand même un exercice, au lâcher prise, je trouve. Oui. Mais, mais c'est vrai que, enfin, quand j'arrive à me défaire de mes angoisses et que je regarde mon enfant, ça, enfin, ça va un peu des deux, quoi. D'un côté, il faut que j'arrive à me défaire de mes angoisses pour vraiment regarder mes enfants, et d'un autre côté, quand je regarde mes enfants, j'arrive à me défaire de mes angoisses. C'est un peu un cercle, en fait. Oui, 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 je comprends. Euh, pour finir, ben, tantôt, tu as mentionné que tu avais un blog et j'aimerais savoir, est-ce que le blog est encore actif et si oui, comment est-ce qu'on peut le trouver ou comment est-ce que les gens qui écoutent le podcast pourraient te trouver sur les réseaux sociaux s'ils veulent te suivre par la suite? Alors, en fait, j'ai deux blogs. J'ai un blog où je mets des traductions et depuis pas très longtemps, je mets aussi des articles en français. Enfin, je mets des traductions françaises d'articles en anglais, mais j'ai aussi depuis peu mis des articles directement en français d'autres personnes. Donc, ce blog-là, il s'appelle Apprendre en liberté. OK. Euh, et c'est sur WordPress. Et je te donnerai les coordonnées parce que là, j'ai un Oui, trou. OK. Et sinon, j'ai aussi un blog personnel qui est en anglais et et qui est aussi sur WordPress. Donc, je pense que l'adresse. Attends. Il s'appelle One Moment at a Time. Et donc, l'adresse, c'est onemomentatime.wordpress.com. Tout en OK. accroché. Super. Puis est-ce que ces blogs-là, on peut les suivre via les réseaux sociaux ou c'est seulement sur le blog qu'on peut suivre les textes? J'ai pas, non, je les ai pas mis sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Facebook sinon, et on peut toujours me joindre sur Messenger, mais comment? Je mets pas d'update de mes blogs directement sur Facebook. Parfait. Merci beaucoup pour ta présence au podcast. J'étais super contente que tu acceptes de répondre à mes questions, puis c'était super intéressant de t'entendre. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Bye! Bye. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à mettre la main sur le livre L'éducation à domicile au Québec, tout ce que tu dois savoir sur l'école à la maison, le unschooling, les apprentissages en famille et autres alternatives au milieu scolaire. Puis on se dit à la prochaine!